pour faire en sorte que cette usine d'affinage en fait, fonctionne, mais bien entendu qu'elle fonctionne efficacement. Et c'est là que le partenaire industriel est essentiel. Si vous prenez un partenaire industriel qui ne s'y connaît pas, bien entendu ça ne marchera pas. Il faut chercher le partenaire industriel compétent qui sait faire marcher l'usine convenablement. Et après, donc toute la métallurgie, notre vision c'est de la garder sur le territoire. Et après, bien entendu, les batteries, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc ça sera difficile de faire une usine de batterie en Calédonie demain. C'est vraiment des grands pays en ce moment. Hein. C'est surtout le Japon, la Corée et puis la Chine. Donc l'affinage est une étape indispensable avant d'intégrer la chaîne de fabrication des batteries. Et Correa Zinc, il nous offre l'opportunité de pouvoir réaliser cet affinage localement. En ce qui concerne l'affinage, on est obligé de la faire et ensuite on vend après à la personne qui va faire des batteries. Il faut qu'il fasse la transformation avant d'aller à la transformation en batterie. Mais les batteries ne peuvent pas venir directement au semi-fini, comme on essaie de vous faire croire. Et si vous supprimez l'affinage en Nouvelle-Calédonie, vous perdez l'usine. C'est une délocalisation qui se fera en Chine. Et les gens aujourd'hui, Mali veut vendre son affaire, mais nous demandent la possibilité de conserver quand même une quantité de semi-fini pour qu'elle puisse le traiter en Chine. Et ça, nous demandons de discuter. Parce que ça serait dommage d'être obligé de faire des prix. Et ça, on pourrait le faire traiter, nous, en Nouvelle-Calédonie. Il y a du monde, on emploie du monde, mais on crée de la valeur ajoutée. Il faut savoir que dans la finition, le produit fini, la dernière usine de finition, l'affinage, elle rapporte 50% de son chiffre d'affaires. Parce que tout est dépensé dans le semi-fini. Et le semi-fini, vous faites la même quantité d'acide pour arriver au semi-fini. Vous sentez les mêmes résidus toxiques dans le semi-fini. Et l'affinage, il est vrai que l'affinage est un peu, c'est secret. Et il y a 4 pays qui peuvent le faire dans le monde. Sinon, les sociétés d'affinage sont montées par ces sociétés qui sont spécialisées. Or, on nous dit qu'on le supprime parce qu'on gagne très peu dessus. C'est faux. On gagne plus de 50% parfois, suivant les prix du nickel. C'est comme nous, une usine de métallurgie, on gagne beaucoup plus. Le profit est nettement supérieur à celui de la mine. La mine en fait 25%. Le semi-fini, on récupère 70%. Et le produit fini, c'est 100% du LME. C'est pour ça qu'on veut, pour pouvoir redresser cette société, il faut garder l'affinage. Et nous, ce qui nous empêche d'arriver aujourd'hui qu'on n'ait pas choisi, parce qu'on se bute, c'est notre démonstration, parce qu'on veut procéder à la due diligence, c'est-à-dire une audit pour leur démontrer que l'affinage paye beaucoup plus. C'est ce que nous dit Correa Zinc aussi. Et ça, quand ils viendront, ils vous feront la démonstration. Donc ici, c'est important en fait de comprendre que l'usine du Sud, c'est pas une seule usine. En fait, c'est vraiment 4 usines. Vous avez une usine de NHC, une usine en fait qui permettra l'affinage. Vous allez avoir une grosse usine qui est Lucie. Lucie va être une usine qui va permettre de sécher les résidus. Parce que le barrage KO2, il va être saturé d'ici 2 ou 3 ans. Et ensuite, il y a le cas des saprolites. La vision qu'on a au niveau des saprolites, ça va être pareil, de valoriser ces saprolites localement. Donc, pourquoi c'est important ce graphique? Parce que j'ai mis en rouge le projet Lucie. Le projet Lucie, il devra être opérationnel en 2023. Le projet Lucie, c'est 60 salariés, c'est 15 MW d'électricité et c'est 5 millions de mètres cubes de
résidus qui devront être séchés par an. Donc c'est une très grosse affaire, c'est une très grosse usine. Et elle va générer environ 4 milliards de charges supplémentaires par an. Pour pouvoir compenser ces charges, c'est tout ce qu'on dit, il faut pouvoir affiner. Si vous ne vous préparez pas dans les 2 ans qui viennent, si on ne se prépare pas dans les 2 ans qui viennent à rendre cette affaire solide, on prendra de plein fouet les 4 milliards de charges supplémentaires. Jusqu'en 2023, stocker des résidus, c'est gratuit, parce que c'est un tuyau qui arrive dans la berme de KO2. À partir de 2023, c'est une usine. Et ça veut dire que si tout marche bien, il n'y a pas de problème, mais il faut payer 4 milliards. Et si vous êtes en retard, ben là, il y a des problèmes parce que vous devez freiner la production de l'usine, parce qu'on ne sait pas où stocker les résidus. Donc c'est un enjeu vital, et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a vraiment sensibilisé nos élus au fait qu'il fallait lancer le site bien avant. Mais maintenant, on a tardé, et maintenant, il faut absolument y aller, c'est essentiel. Parce que tout retard pris dans le projet Lucie, ben, ce sera un retard en fait, qui se répercutera sur la production de l'usine. Donc, très rapidement, on a eu beaucoup de questions sur les garanties et sur le financement au niveau de l'affaire. Notre proposition à la Banque de Rothschild a toujours été très claire. Alors, elle datait du mois de février, donc maintenant le planning est un peu glissé, mais l'idée c'était qu'on reprend la totalité des charges à partir de janvier 2021. Donc, toutes les charges courantes qui sont prises par Vallée actuellement, elles nous repasseraient. Donc, elles repasseraient au consortium Sofinor Coréazin. Et on prendrait également à notre charge toutes les modifications qui sont nécessaires pour simplifier la raffinerie. Donc, et c'est ce qu'on dit toujours, maintenant il nous faut l'accès au site pour faire cette due diligence, pour faire cet audit, pour pouvoir confirmer les chiffres qu'on a proposés. Mais il n'y a aucun problème de solidité financière, dans la mesure où c'est Coréazin qui apporte en fait toute la solidité financière de cette affaire. En ce qui concerne les garanties, donc là encore, il y a eu beaucoup de désinformation. On a dit à aucun moment qu'on ne reprendrait pas les garanties. Donc notre offre s'appuie sur la reprise de la totalité des garanties qui permettent la bonne opération de l'usine du Sud. Ce que nous avons dit, c'est que pour le passif environnemental, donc en l'occurrence la berme de KO2, on était obligé d'en discuter et d'aller voir. On ne peut pas en fait s'engager sur une affaire sans pouvoir même la visiter. C'est un point qui est absolument essentiel. Et c'est ce que nous avons eu l'occasion de dire à Vallée, donc Vallée Monde, donc lors de la vidéoconférence que nous avons eue avec le 16 septembre. Mais toutes les garanties ICPE ou les garanties avec Enercal pour la centrale de Prony, bien entendu, on les prend. Seulement les garanties de passif environnemental, comme la berme KO2, il faut qu'on aille voir. On ne sait pas comment ce barrage a été construit. On n'y était pas à la construction. Donc il est absolument essentiel pour nous de pouvoir visiter avant de discuter avec l'industriel et puis de dire ok, ben voilà, ça va. S'il n'y a pas de souci sur ce barrage, il n'y a aucun problème. Il n'y aurait même pas de discussion. Mais il faut qu'on en parle. On ne peut pas juste. Donc très rapidement aussi, c'est très important, mais c'est un message qu'on a essayé de faire passer aux salariés et aux sous-traitants. Si demain on revient dans la course et on repasse repreneur, il n'y aura pas de bouleversement. L'usine du Sud, elle existe. Il y a des gens qui travaillent, il y a des sous-traitants qui travaillent. L'idée, c'est de ne pas chavirer ce qui est en train de se faire. Il y a des choses bien qui se passent. Et l'idée, c'est de rester dans cette continuité-là. Par contre, on bénéficie du savoir-faire métier du partenaire industriel Coréazin. Donc on va aller chercher plus loin. Actuellement, l'usine, elle perd environ 1 milliard de francs CFP par mois. Il faut aller chercher ce milliard de francs. Et ça, c'est technique. Il faut un industriel, parce qu'il y a peut-être des ajustements à faire. Donc il faut aller voir. Et c'est toute cette compétence qui nous permettra en fait de tirer l'usine et de la rendre rentable. Mais bien entendu, c'est une usine qui fonctionne déjà. Donc il y a des gens qui travaillent actuellement. Donc l'idée, c'est de ne pas bouleverser ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est de les accompagner et de s'appuyer sur leur expérience et sur l'expérience de Coréazin. Et c'est un gagnant-gagnant. Donc c'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent dans cette usine depuis 10 ans, qui ont des idées, qui ont de l'expérience, et il y a un industriel qui a également sa compétence et sa vision. Et c'est le mariage des deux qui permettra de faire un gagnant-gagnant. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre à ce niveau-là. Donc, ce
Ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument viser de faire un profit, même si c'est un petit profit, dès l'année 2021, et ensuite, sur 2022 et 2023, se mettre dans une bonne configuration pour atténuer le choc de la mise en service de Lucie. Tout l'enjeu, c'est pas maintenant, c'est pas dans les 2 ans qui viennent, c'est quand on va démarrer le projet Lucie. Parce que quand on va démarrer le projet Lucie, il y a 4 milliards de charges qu'il faut couvrir. Donc il faut se préparer pendant ces 2 ans pour être dans les meilleures conditions possibles et d'être prêt au rendez-vous de 2024. C'est ça qui est crucial. Et bien entendu, avec l'expertise de Corenza, l'idée va être d'auditer le projet Lucie, d'auditer également les documents relatifs à la réalisation de Cœur 2 et de pouvoir s'adresser aux parties prenantes. Jusqu'à présent, on a toujours été dans la confidentialité. C'est aussi pour ça qu'on s'adresse au public que maintenant. Mais maintenant, il faut qu'on discute avec les salariés, il faut qu'on discute avec la province sud, il faut qu'on discute avec l'État, et il faut qu'on discute officiellement avec les signataires du pacte de développement durable du Grand Sud. Ce sont toutes ces parties prenantes qui font partie intégrante de l'usine du Sud. Et la due diligence, c'est la porte qui nous permet de discuter avec les gens. Sinon, jusqu'à présent, on n'était jamais autorisé, on était pris par la confidentialité, et ce qui explique qu'on était dans un entre-deux. Les gens n'ont pas compris non plus pourquoi on ne communiquait pas, et voilà, c'est ça. Donc, rapidement, il reste 4 ou 5 slides. Donc, notre vision pour le site du Sud, elle est très claire. Elle est de protéger 4 patrimoines. Donc, il y a le patrimoine minéral. Donc, le patrimoine minéral, ce n'est pas uniquement le nickel, mais c'est également l'eau. L'usine du Sud, elle est située dans l'endroit où il pleut le plus en Nouvelle-Calédonie. Il y a la plaine des Grands Lacs, il y a le Barin-Miniaté, et l'eau, c'est essentiel. Les gens ne se rendent pas compte, mais le réchauffement climatique, ce n'est pas un réchauffement climatique, c'est un assèchement climatique. Beaucoup de pays dans le monde commencent à manquer d'eau. Donc il faut tenir compte dans notre réflexion dès à présent de l'importance de l'eau. Ensuite, il y a le patrimoine animal. Donc c'est une des zones où les cétacés remontent à la saison. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui rêveraient d'avoir des baleines qui remontent dans leur baie. Ensuite, le patrimoine végétal. Donc il est tout aussi exceptionnel. Vous avez tout un tas de plantes qui poussent sur du nickel et du cobalt. Là encore, c'est quelque chose qui est une richesse. Et vous avez le patrimoine culturel. Donc il y a tout un ensemble de langues, tout un ensemble de patrimoine, de savoir-faire et de traditions qui sont à préserver. Et là, quand vous mettez une grosse usine dans un environnement comme ça, vous déstructurez l'ensemble, parce que vous amenez des visions différentes. Et là, ce qu'on estime dans ce projet, c'est que c'est le moment de pouvoir remettre tout le monde autour de la table et de préserver ces 4 piliers. Donc, le patrimoine minéral, le patrimoine animal, le patrimoine végétal et le patrimoine culturel. Les moyens qu'on se fixe pour faire ça, c'est tout d'abord la gouvernance. Avec 56%, vous pouvez donner une voix aux institutions, et peut-être plus tard à la société civile, ou à l'actionnariat populaire. Donc vous permettez aux gens de s'exprimer. Peut-être dans un conseil d'administration, c'est à réfléchir. Donc, mais ça, vous pouvez le faire si vous avez gardé l'affaire. Et ça, c'est avec le 56%. Ensuite, c'est la poursuite des engagements du pacte. Il y a eu beaucoup de choses dans le pacte de développement durable et évolution. C'est un document qui est petit par la taille, mais qui contient beaucoup d'informations. Et en 2008, quand les gens ont tous signé sur ce document, il a engagé les gens dans une voie. Il a protégé les intérêts, il a permis pour l'environnement, il a permis de faire beaucoup de choses déjà. Donc l'idée, c'est de poursuivre, mais d'aller plus loin maintenant. Et ensuite, c'est de se fixer, c'est ce qu'on estime qui est absolument essentiel. C'est comme pour les salariés, ce que je disais tout à l'heure. On doit établir un gagnant-gagnant entre un savoir-faire traditionnel et un pensée global. Donc on est dans un monde avec Internet où tout le monde a accès à toutes les informations dans le monde, mais il faut arriver à marier les deux, c'est-à-dire à prendre le meilleur de l'extérieur et à protéger le savoir-faire traditionnel. C'est le mariage des deux qui fera la force de cette affaire. Donc en résumé sur l'environnement, notre vision, elle est grâce aux partenaires industriels que nous avons, de mieux produire. Donc l'usine du Sud, pour votre information, elle consomme 10 milliards de litres d'eau douce par an.
pour produire le nickel. Donc l'eau douce, c'est l'eau qu'on boit au robinet. Et là, c'est 10 milliards de litres qui se retrouvent dans les pots acides que M. Dan mentionnait précédemment. Donc il est absolument essentiel de maîtriser l'outil de production de façon à mieux recycler l'eau et à prendre conscience en fait de tous ces enjeux. Ensuite, il faut arriver peut-être à trouver des scénarios pour valoriser les résidus qui sont produits. Et ensuite, décarboner la production de nickel. Donc, vous avez un barrage hydroélectrique dans le sud, pourquoi pas utiliser l'électricité du barrage hydroélectrique, donc, au lieu que ce soit pour Doniambo, pour retravailler le schéma et réorienter cette production vers l'usine du sud. Comme ça, vous serez décarboné à 100%, pas à 50%. Et ça, c'est un projet qui peut être porté par le pays. Et Nercal est une société de pays, donc pourquoi pas en parler avec eux. Et ensuite, il faut mieux maîtriser les impacts. Donc on sait que la fosse minière, elle se situe juste au-dessus de la tribu de Goro. Les populations vivent avec cette fosse au-dessus de leur tête. Donc là encore, il y a un travail technique qu'il faut faire, de façon à incorporer les risques associés à cela, et à se projeter en fait là-dessus. Mais pas les ignorer, il faut les traiter, ce sont des sujets. Et ensuite, mieux réparer. Donc on a les rapports de l'œil, où il y a sur les 14 cours d'eau qui se situent dans la zone, les 14 cours d'eau sont pollués. Donc il y a un travail de dépollution qui sera nécessaire. Moi, quand j'étais gamin, j'ai bu de l'eau au crique du Bénin. Maintenant, je n'irai pas boire de l'eau sur le crique de la Bénin. Parce que je n'ai pas confiance, du coup. Donc il y a un travail de prise de conscience, de façon à laisser aux générations futures quelque chose dans lequel ils peuvent vivre correctement. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est que ce projet, c'est autant un projet environnemental qu'un projet industriel. Mais les deux sont fortement liés. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. Donc si vous prenez l'exemple, tout le défi du barrage KO2, ça va être effectivement de déterminer potentiellement, donc grâce à Corée Zinc, nous aurons un potentiel peut-être de valoriser les résidus qui sont à l'intérieur. Encore une fois, on a un des meilleurs affineurs au monde. Donc lui seul pourra nous dire pourquoi pas, et en valorisant les produits à l'intérieur de ce barrage, on libérera de l'espace. Le problème de l'usine du Sud, c'est le manque de place pour stocker les résidus. Donc toute notre orientation technique, elle va être à comment stocker les résidus correctement, comment libérer de l'espace, de façon à donner à cette usine 20 ans, 25 ans, 30 ans de stockage et de capacité de stockage de résidus. Donc j'ai presque fini. Alors, un point important. Donc, on estime que les usines en Nouvelle-Calédonie en ce moment, souvent les gens donnent l'impression qu'il faut renoncer à la métallurgie, qu'il faut revenir à l'exportation de minerais, parce qu'on n'arrive pas avec les usines. Et nous, ce qu'on dit donc, à la Sofina, c'est que non, au contraire, il faut faire le pari. Le pays s'est engagé en fait, dans la voie de l'industrialisation il y a maintenant 20 ans. On ne peut pas baisser les bras, parce qu'à chaque fois, une usine, c'est 3000 familles. Donc il faut arriver à rendre les usines compétitives. Et après, la deuxième chose que nous disons, que M. Dang dit toujours, c'est que le nickel, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc il faut dès à présent mettre beaucoup d'énergie pour diversifier l'économie. Et l'usine, une fois rendue rentable, elle doit servir de catalyseur pour cela. Et on a beaucoup de voies de valorisation dans le Grand Sud. J'ai mis quelques exemples, c'est pas moi qui les ai mis ces exemples, ce sont des gens qui sont venus m'en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci, faire ça, et ainsi de suite. Donc la dynamique, elle est là, ça peut être participatif. Donc on a mis des exemples qui sont les exemples traditionnels. Donc l'usine, c'est l'épicentre, parce que c'est elle qui concentre la production de valeur. Et ensuite, il y a l'économie verte. Donc toute la région du Grand Sud, elle se situe juste devant deux grosses agglomérations, la ville du Mont-d'Or et la ville de Nouméa. Donc pourquoi pas assurer une ceinture alimentaire pour pouvoir ramener en fait des produits frais à ces villes. Donc accompagner les gens qui ont décidé, développer, peut-être mettre des chaînes d'approvisionnement, donc tout ça c'est à écrire. Mais on estime que l'usine doit servir de catalyseur, comme c'est le cas pour l'usine du Nord. Donc l'usine du Nord, pendant les années 2000, il n'y avait que des collines, il n'y avait rien pour l'instant d'un point de vue industriel.
L'usine est venue, il y a un démarrage en fait industriel, il y a un centre commercial, et petit à petit, c'est en train de se rééquilibrer. Et dans le Grand Sud, on estime qu'un plan de rééquilibrage similaire est envisageable. Mais là, ce n'est pas à nous d'en décider, ce sont des pistes ou des indications, et ce sera à la population de se structurer. Mais on estime qu'en rendant l'usine rentable durablement, ça permettra d'ouvrir ces voies de diversification. Donc en conclusion, notre projet il offre une structure actionnariale solide. Donc on revient sur cette notion de deux partenaires uniquement, un partenaire institutionnel à 56%, un partenaire industriel à 44%, et sur un schéma que nous avons mis, qu'on a pu éprouver sur l'usine du Nord et sur l'usine de Corée depuis près de 20 ans. C'est un schéma solide, un schéma gagnant-gagnant. Ensuite, le projet il permet de faire venir en Calédonie un industriel de premier plan, Corée Zinc. Corée Zinc est solide financièrement, et Corée Zinc est solide surtout techniquement. Et l'usine du Sud, on ne cesse de le dire, c'est un projet technique. Si vous regardez parmi les raisons pour lesquelles Vale a décidé de partir, c'est qu'il a jeté l'éponge quelque part d'un point de vue opérationnel. Il n'a jamais réussi à faire fonctionner l'affinage et le NHC en même temps. Et la conséquence, c'est qu'il décide de partir. Donc il faut un industriel compétent. Et on estime que Corée Zinc est ce partenaire industriel compétent. Ensuite, on a un modèle économique volontariste. On décide de simplifier, de réouvrir l'affinage. On ne revient pas en arrière. On décide de ne pas exporter le minerai, parce que c'est un retour en arrière. Donc on estime qu'il faut aller de l'avant, et il faut maximiser la ressource à sa juste valeur. Et la maximiser à sa juste valeur, c'est détenir 56% du capital de l'usine, et c'est produire jusqu'au produit fini. Le dernier point, c'est qu'on estime qu'une fois que cette affaire est rendue rentable, elle nous permettra de protéger les 4 patrimoines qu'on a évoqués. Le patrimoine minéral, le patrimoine végétal, le patrimoine animal et le patrimoine culturel. Donc ces 4 patrimoines, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures. Et pour y parvenir, il faut dès à présent sauver cette affaire et la rendre solide. Et ensuite, nous disposons en fait d'une vision très claire, c'est-à-dire que si demain en fait on accède à ce projet, on va avoir une approche où on va immédiatement initier un projet environnemental, donc sur la base de ce qu'on vous a présenté précédemment, c'est-à-dire mieux produire, mieux réparer et mieux protéger, et en parallèle de ça, le projet industriel. Mais on va tirer les deux projets avec la même énergie. Et ensuite, ce qu'on estime, c'est qu'il faut une approche souple et participative. Donc si dans un premier temps, ce sont les 3 provinces qui détiennent 56%, pourquoi pas, une fois l'affaire sortie, mais ce n'est pas à nous d'en décider, pourquoi pas envisager de l'actionnariat populaire et de l'actionnariat salarié. Et de donner une voix aussi à la société civile. On a rencontré souvent la société civile. La société civile, elle a du bon sens. C'est elle qui vit les problèmes au quotidien. Et elle peut avoir une parole. Et il faut entendre cette parole. Donc il faut mettre en place des cadres de gouvernance qui lui permettent d'avoir cette parole et de pouvoir en tenir compte. C'est extrêmement important dans de nombreuses situations. C'est d'autant plus important sur une usine de cette taille, à l'endroit où elle se situe. Donc voilà ce que nous portons avec ce projet de pays. Merci pour votre attention.